Bonjour les épicurieux, et si je te disais que ta quête pour plus d'argent pourrait te rendre plus malheureux? Tu me croirais? On nous vend tous les jours l'idée que le bonheur, c'est d'avoir plus. Plus d'argent, plus de choses, plus de succès, mais pourtant, regarde autour de toi, tu connaîtrais pas quelqu'un qui a tout ce qui semble et pourtant se sent vide? Eh bien oui, c'est peut-être toi. Peut-être que malgré tous tes efforts pour accumuler, tu ressens ce vide. Et je te pose cette question, et si tu n'avais pas besoin de tout ça pour être heureux? La vraie question est, est-ce que tu es en train de poursuivre un bonheur qui ne viendra jamais? Parce qu'on t'a dit que la richesse était la clé? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va explorer quelque chose d'inattendu. Pourquoi la pauvreté, ou plutôt la simplicité, pourrait être ce qui te rapproche le plus du bonheur? Et tu risques d'être surpris par ce que tu vas découvrir. Es-tu prêt? Parce que ça pourrait bien changer ta façon de voir ta propre vie. Allez, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Tu vas voir, c'est assez surprenant. Point numéro 1. Les liens entre richesse et bonheur. Le mythe du bonheur par l'argent est une idée profondément ancrée dans les nombreuses sociétés modernes. Il repose sur la croyance que plus une personne possède de richesse, plus elle est susceptible d'être heureuse. Ce mythe s'appuie sur une équation simpliste. L'accumulation de biens matériels serait proportionnelle au bien-être personnel. Dans la culture populaire, on retrouve fréquemment cette idée véhiculée à travers la publicité, les médias et les réseaux sociaux, où la réussite financière est souvent associée à une vie idéale, parfaite, remplie de confort, de sécurité et de prestige. De plus, des recherches montrent que la quête incessante d'argent peut parfois engendrer des effets négatifs sur le bien-être psychologique. Les personnes obsédées par l'accumulation de richesses peuvent ressentir une pression constante pour réussir, ce qui engendre de l'anxiété, de l'insatisfaction et même des troubles de santé mentale, comme le stress chronique par exemple. La poursuite de biens matériels mène également à une comparaison sociale accrue. À mesure que l'on gravite vers des cercles plus aisés, la tendance à se comparer aux autres se renforce, provoquant donc des sentiments d'envie ou de manque. En opposition à ce mythe, certaines études montrent que les facteurs intangibles comme la qualité des relations sociales ou la santé mentale, l'engagement dans des activités significatives et un sentiment d'appartenance à une communauté jouent un rôle bien plus important dans l'épanouissement personnel que l'argent ou les possessions matérielles. Ainsi, bien que l'argent puisse résoudre certains problèmes et offrir un confort matériel, il ne constitue pas la clé ultime du bonheur. Le mythe du bonheur par l'argent est quelque chose que j'ai moi-même cru pendant longtemps. Comme beaucoup, je pensais que plus j'aurais d'argent, plus je serais heureux. Dans ma tête, c'était simple. Une plus grande maison, une voiture plus belle. J'ai passé des années à poursuivre cette idée, me disant que chaque promotion, chaque augmentation de salaire serait un pas de plus vers cette vie idéale. Je me souviens d'un moment précis où cela m'a frappé de plein fouet. Après avoir travaillé dur pendant des mois, j'ai réussi à économiser assez pour m'offrir une voiture que je désirais depuis longtemps. C'était un modèle dernier cri, luxueux et impressionnant. Pendant les premiers jours, je ressentais une fierté énorme à chaque fois que je la conduisais. Mais ce sentiment est passé beaucoup plus vite que je ne l'aurais imaginé. Après quelques semaines, voire quelques jours, cette voiture n'était plus une source de bonheur, juste un objet comme un autre. Autant que mon téléphone, une possession de plus. Pire encore, je me suis même surpris à regarder déjà ce que je pourrais acheter ensuite pour remplir ce vide, en me fixant de nouveaux objectifs matériels. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce cycle d'accumulation me menait nulle part. Le bonheur que je cherchais n'était pas dans des objets que je possédais, mais dans des choses plus simples, plus profondes. Je me suis rappelé des moments où j'avais ressenti ce bonheur authentique. Des après-midi passés avec des amis, des conversations profondes avec ma copine, ou des expériences vécues avec des proches, qui ne coûtaient finalement rien, mais m'apportaient tellement plus. En creusant cette réflexion, j'ai découvert des études qui remettent en question l'idée que l'argent conduit automatiquement au bonheur. Il y en a une en particulier, celle de l'économiste Richard Easterlin, a résonné avec mon expérience. Il a démontré que l'augmentation des revenus au-delà d'un certain seuil ne fait plus de différence sur le bien-être à long terme. Cela correspondrait parfaitement à ce que je vivais. J'avais atteint ce point où l'argent ne m'apportait plus de satisfaction supplémentaire. Au contraire, la quête constante d'en avoir plus génère du stress et me détournait des aspects essentiels de la vie. Je me suis alors demandé, mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? J'ai compris que c'était les moments de connexion humaine, les activités simples et les expériences qui nourrissent l'âme, et non l'accumulation d'objets. Aujourd'hui, je me concentre davantage sur ces aspects plutôt que de courir après toujours plus d'argent. Cela ne veut pas dire que l'argent n'a aucune importance, il est crucial pour répondre à nos besoins de base, mais au-delà de cela, il ne définit plus ma recherche du bonheur.
En fin de compte, ma propre expérience m'a montré que le mythe du bonheur par l'argent est une illusion. J'ai appris à trouver le bonheur ailleurs, dans des moments de simplicité et d'authenticité, et non dans des possessions matérielles. Point numéro 2. La simplicité volontaire et le minimalisme. La simplicité volontaire est un mode de vie dans lequel des individus choisissent délibérément de vivre avec moins de biens matériels afin de se concentrer sur l'essentiel. Ce concept est souvent lié au mouvement de minimalisme, qui prône l'idée que posséder moins permet de libérer de l'espace-temps et de l'énergie, pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Les relations humaines, les expériences et le développement personnel. Les personnes qui adoptent la simplicité volontaire ne se contentent pas de réduire leurs possessions. Elles rejettent aussi l'idée que l'accumulation de biens ou de richesses est synonyme de bonheur. En vivant avec moins, elles cherchent à se défaire du stress lié à la surconsommation, des distractions matérielles et des pressions sociales. Cette approche permet souvent de redécouvrir un sentiment de liberté et de clarté mentale, tout en augmentant le bien-être. Ainsi, la simplicité volontaire n'est pas une privation, mais un choix conscient de valoriser les choses immatérielles comme la paix intérieure et les connexions humaines, plutôt que la poursuite incessante de biens matériels. Moins posséder peut en réalité offrir une plus grande liberté. Lorsque l'on possède moins de biens, on se libère du stress lié à leur entretien, à leur protection et de la pression constante d'en accumuler toujours plus. Chaque objet que l'on possède demande de l'attention, qu'il s'agisse de temps pour le nettoyer, d'argent pour l'entretenir, ou même de l'inquiétude qu'il soit volé ou endommagé. En réduisant ses possessions, on simplifie sa vie et on allège son esprit. Cette liberté va au-delà du matériel. En se détachant des attentes de la société qui valorise la consommation, on échappe la course sans fin pour acquérir toujours plus, ce qui permet de se concentrer sur des choses essentielles, comme les relations, le temps libre ou les projets personnels qui apportent bien plus de satisfaction à long terme. Moins on possède, plus on se sent libéré des chaînes de la consommation et plus on peut orienter sa vie selon ses véritables priorités. Personnellement, je me souviens d'un moment dans ma vie où j'étais profondément marqué par l'idée de simplicité volontaire et de minimalisme. Cela a commencé il y a quelques années après une longue période où je me sentais constamment submergé par mes possessions et par la pression de toujours en vouloir plus. Mon appartement était rempli d'objets que j'avais accumulés au fil du temps, mais paradoxalement, malgré tout ce que je possédais, je ressentais une sorte de vide. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur le concept du minimalisme moderne, un mouvement qui prône l'idée de vivre avec moins pour retrouver plus de clarté mentale et de liberté. J'ai commencé à me renseigner du coup sur des figures minimalistes, mais aussi sur des philosophies de vie comme le bouddhisme ou le stoïsme, qui encouragent un certain détachement des biens matériels. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces approches valorisent l'essentiel, se concentrer sur ce qui nourrit vraiment l'âme plutôt que des possessions qui encombrent l'esprit. Inspiré par ces idées, j'ai décidé de faire un grand tri dans ma vie. J'ai donc donné ou vendu une grande partie de mes affaires. Peu à peu, j'ai ressenti un profond soulagement. Ce n'était pas juste du ménage matériel, c'était un véritable ménage mental. Je me sentais plus léger, moins préoccupé par l'entretien de toutes ces choses, et surtout moins stressé par l'idée de devoir constamment les accumuler davantage. En adoptant un mode de vie plus simple, j'ai donc redécouvert un sentiment de liberté. Cette expérience m'a donc permis de comprendre que vivre avec moins, comme le prônent certains philosophes, n'est pas un sacrifice. C'est un choix conscient qui m'a aidé à me recentrer sur ce qui m'importe vraiment dans ma vie. Point numéro 3, les aspects positifs de la pauvreté. Moins on est attaché aux objets matériels, plus on se libère pour se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Lorsque nous accumulons des biens, ils finissent souvent par nous posséder, en exigeant notre temps, notre attention et notre énergie mentale. En réduisant cet attachement, on se libère du poids de devoir constamment entretenir, protéger ou remplacer ces objets. Cela permet de dégager de l'espace pour des choses beaucoup plus enrichissantes. Et oui, en ayant moins de possessions, on peut réorienter son attention vers des aspects plus essentiels de la vie qui apportent un vrai bonheur ou encore des expériences qui nous façonnent pour avoir des souvenirs durables. De plus, la liberté matérielle permet de se concentrer sur son propre développement personnel en explorant des passions et en investissant dans l'apprentissage ou en cultivant des compétences qui nous épanouissent réellement. Lorsque l'on a moins, chaque petite joie prend une dimension beaucoup plus significative. Quand on est constamment entouré de biens matériels et de distractions, on peut rapidement devenir insensible à ce que l'on possède et aux petites choses qui font plaisir du quotidien. En revanche, dans la simplicité ou même dans des conditions de pauvreté, chaque geste, chaque instant agréable devient précieux.
Par exemple, savourer un bon repas, passer du temps avec des amis ou profiter d'un beau coucher de soleil devient une véritable source de bonheur. Ces petits moments de joie, souvent négligés dans les modes de vie plus riches et plus agités, sont vécus avec une intensité, une appréciation bien plus profonde. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes vivant avec peu ressentent un bonheur plus direct et authentique. Elles sont plus en phase avec la beauté des petites choses et moins préoccupées par la recherche de possessions matérielles, ce qui leur permet de trouver du plaisir dans ce qui paraît simple, mais essentiel. Dans les communautés les plus pauvres, la solidarité et l'entraide jouent souvent un rôle essentiel. Face à des ressources limitées, les gens se tournent naturellement les uns vers les autres pour s'entraider, partager et surmonter ensemble les défis du quotidien. Ce manque de matériel crée souvent une forme de proximité qui est moins présente dans des environnements plus riches, où l'individualisme et l'indépendance sont souvent plus valorisés. Dans ces contextes, la survie peut parfois dépendre de la force des relations humaines, qu'il s'agisse de partager de la nourriture, de s'entraider pour réparer quelque chose, ou prendre soin des enfants des uns des autres. Cette solidarité tisse des liens forts qui enrichissent la vie de tous. Ces relations basées sur la confiance et le soutien mutuel apportent un sentiment d'appartenance et de sécurité, qui peut compenser le manque de biens matériels. En vivant dans les communautés où dans l'entraide est essentielle, les gens trouvent du réconfort et un bonheur simple dans leurs interconnexions, rendant ainsi leur vie plus riche émotionnellement et socialement. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et surtout n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Point numéro 4, le bonheur dans la pauvreté, études et témoignages. Des études sociologiques et psychologiques ont montré que certaines populations vivant dans des conditions de pauvreté rapportent des niveaux de bonheur parfois plus élevés que ceux des sociétés riches et individualistes. Par exemple, des recherches ont été menées dans les pays comme le Bhoutan ou certaines régions d'Amérique latine, où malgré des revenus modestes, les gens déclarent être globalement plus heureux que dans le pays plus riche comme les États-Unis ou la France. Ce phénomène s'explique en partie par la force des liens sociaux, le sentiment de communauté et l'importance accordée aux valeurs humaines, plutôt qu'à la réussite matérielle. Dans les sociétés plus riches, le stress lié à la réussite individuelle, à la comparaison sociale constante et à la pression de la consommation peut créer un sentiment de vide, même si les besoins matériels sont satisfaits. En revanche, dans les environnements plus modestes, les gens se concentrent souvent sur ce qu'ils en ont, et non sur ce qui leur manque. Ce sens de l'appréciation couplé à des relations humaines fortes contribue à un niveau de bien-être plus stable et plus authentique, malgré des conditions matérielles plus difficiles. En effet, dans de nombreuses cultures traditionnelles ou non occidentales, la pauvreté matérielle n'empêche pas les gens d'être heureux. Par exemple, dans certaines communautés rurales d'Amérique latine, comme dans les villages des Andes, les populations vivent souvent avec très peu de biens matériels. Leur vie est centrée autour de l'agriculture, de la famille, de la communauté, plutôt que de la consommation de masse. Un autre exemple se trouve dans certaines cultures d'Afrique subsaharienne, où l'entraide et le sens de la communauté sont profondément enracinés. Dans de nombreux villages, les gens se regroupent pour partager les ressources et les tâches, créant ainsi une économie de partage. Le bonheur n'est pas mesuré en termes de possession matérielle, mais en fonction de la qualité de la relation, du respect des traditions et de l'harmonie avec la nature. Ces exemples nous montrent que dans des cultures non consuméristes, le bonheur réside moins dans l'accumulation de biens et plus dans la solidarité, le respect des valeurs traditionnelles et une vie en harmonie avec l'environnement. Dans ma propre expérience, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont volontairement choisi de simplifier leur vie, et cela m'a profondément inspiré. Je me souviens particulièrement d'un ami qui, après avoir passé des années à courir après le succès matériel, a décidé de tout abandonner pour vivre plus simplement. Il a vendu la maison à la campagne avec uniquement ce dont il avait réellement besoin. Au début, j'étais sceptique, me demandant comment quelqu'un pouvait être heureux avec si peu. Mais en discutant avec lui, j'ai vite compris qu'il avait trouvé une liberté que je ne soupçonnais même pas. Il me disait souvent « Moins j'ai d'objets, plus j'ai de temps pour moi et les gens que j'aime ». Il était si détaché, il n'avait plus de stress constant lié à l'accumulation de biens et avait redécouvert les plaisirs simples comme lire, jardiner, passer du temps avec ses amis et sa famille ou simplement profiter de la nature. Pour lui, le bonheur ne résidait plus dans les possessions, mais dans les expériences et les moments partagés. Ce choix de vie m'a fait réfléchir à mon propre rapport aux objets et à la consommation. J'ai réalisé que, souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'idée d'acquérir toujours plus que nous perdons de vue ce qui nous rend vraiment heureux.
Son témoignage m'a poussé à simplifier certains aspects de ma propre vie et j'ai rapidement senti une forme de légèreté mentale et même matérielle. Point numéro 5. Critique et mise en perspective. Il est important de reconnaître que l'idée selon laquelle la simplicité ou la pauvreté peuvent rendre heureux a ses limites et qu'elle ne s'applique pas à toutes les situations. En effet, il existe une différence fondamentale entre choisir volontairement de vivre simplement et subir une pauvreté extrême. Dans les cas de pauvreté sévère où l'accès aux besoins de base, comme la nourriture, la santé ou l'éducation est limité, la vie devient une lutte constante. Ce type de pauvreté n'apporte pas de bien-être, mais plutôt de la souffrance, du stress et de l'insécurité. J'ai personnellement rencontré des gens pour qui la pauvreté n'était pas un choix, et j'ai vu à quel point cela pouvait nuire à leur qualité de vie. Le manque de ressources crée une pression énorme sur les individus et les familles, les obligeant à se concentrer uniquement sur la survie quotidienne, sans possibilité de se projeter dans l'avenir. Dans ces situations, l'idée de bonheur est souvent reléguée au second plan car les préoccupations immédiates comme avoir assez à manger ou payer les soins médicaux prennent toute la place. Cette réalité montre que la pauvreté involontaire est extrême, est un fléau qui réduit non seulement le bien-être matériel, mais aussi l'accès aux opportunités de développement personnel et à une vie digne. C'est pourquoi il est essentiel de faire la distinction entre la simplicité volontaire et la pauvreté subie, et de comprendre que si certains peuvent trouver le bonheur dans la simplicité, d'autres, privés de leurs besoins fondamentaux, luttent simplement pour survivre. La capacité à trouver du bonheur dans la pauvreté dépend énormément du contexte social et culturel, ainsi que de l'accès à certaines ressources fondamentales. En effet, le bonheur dans des conditions modestes n'est pas une expérience universelle. Par exemple, dans certaines cultures rurales ou non occidentales, où la collectivité joue un rôle central, le manque de richesse matérielle est souvent compensé par un fort soutien social. Les gens dépendent des uns des autres et cela peut créer un sentiment de sécurité et de bonheur, même avec peu de biens. Cependant, dans d'autres contextes comme des environnements urbains ou individualistes, la pauvreté peut entraîner l'isolement social, le stress et un manque d'opportunités, ce qui rend difficile l'épanouissement personnel. Il est également important de noter que même dans des sociétés où les gens vivent simplement, l'accès à des ressources essentielles comme l'éducation, la santé ou un minimum de sécurité alimentaire est crucial. Sans ces éléments, la pauvreté peut vite devenir une source de souffrance plutôt qu'une opportunité de vivre de manière plus simple. En somme, le contexte dans lequel une personne évolue détermine largement si la pauvreté ou la simplicité peut être associée au bonheur ou si elle entraîne davantage de difficultés. Il est donc essentiel de différencier la pauvreté de la simplicité volontaire. Cette réflexion sur le bonheur dans la simplicité s'applique principalement aux personnes qui choisissent délibérément de le vivre avec moins, dans une forme de pauvreté volontaire ou qui adoptent un mode de vie minimaliste par conviction. Ces individus décident consciemment de réduire leurs possessions matérielles pour se concentrer sur ce qui est réellement important pour eux, les relations humaines, la liberté de temps et la paix intérieure. En revanche, cette approche ne peut pas être appliquée à la pauvreté subie où les gens manquent de ressources de base nécessaires pour une vie décente. Dans ces situations, les individus n'ont pas choisi de vivre avec peu, mais sont contraints de le faire en raison de la circonstance économique ou sociale difficile. En insistant sur cette distinction, il devient clair que la simplicité volontaire peut être une source de bonheur et de liberté, mais que la pauvreté subie, surtout dans les conditions de survie, est une source de souffrance et d'injustice. Ce sont donc deux réalités très différentes et il est important de ne pas les confondre. Point numéro 6. Le rôle des attentes et de la satisfaction. Dans les sociétés riches, les attentes matérielles et sociales sont souvent extrêmement élevées, ce qui conduit à une insatisfaction chronique. Dès que les besoins de base sont satisfaits, la quête ne s'arrête pas là. Au contraire, plus on possède, plus on en veut. L'abondance matérielle et l'accès à une multitude de biens génèrent constamment de nouveaux désirs. La société pousse toujours à viser plus haut. Une plus grande maison, une meilleure voiture, des vêtements de marque, des gadgets dernier cri. Ce phénomène crée un cycle sans fin de désirs et de frustration. En fait, dans ces sociétés, l'amélioration de la qualité de vie ne semble jamais suffisante. Les publicités, les réseaux sociaux et les comparaisons avec les autres alimentent l'idée que le bonheur est lié à l'acquisition de toujours plus de biens. Même lorsque l'on atteint certains objectifs matériels, le plaisir qu'ils procurent est souvent de courte durée. Et une nouvelle envie apparaît rapidement. Cela engendre un sentiment constant de manque où on ne se focalise pas de ce que l'on a, mais plutôt que d'apprécier ce que l'on possède déjà. Cette insatisfaction chronique devient une source de stress et d'anxiété car le bonheur semble toujours hors de portée, reporté au prochain achat ou à l'acquisition d'un bien plus grand ou plus luxueux.
Et c'est ce piège des attentes grandissantes qui rend le bonheur si difficile à atteindre dans les sociétés riches malgré l'abondance matérielle. Dans des contextes de pauvreté, les attentes matérielles sont souvent plus modestes, ce qui permet aux gens de développer une plus grande appréciation des petites choses. Quand les ressources sont limitées, on apprend à valoriser ce que l'on a, même si c'est peu. Cela crée une forme de satisfaction qui n'est pas basée sur la possession de biens ou l'acquisition de nouvelles choses, mais sur le fait de tirer le meilleur de ce qui est déjà disponible. Par exemple, des événements simples comme partager un repas en famille, avoir une journée sans imprévu, ou même un beau temps après une période difficile peuvent devenir des sources de bonheur profond. Les petits succès et les moments de joie prennent une signification bien plus grande parce qu'ils ne sont pas noyés dans une surabondance matérielle. En fait, dans ces environnements, chaque réussite, aussi petite soit-elle, est ressentie avec l'intensité et fierté. Cette satisfaction liée à de moindres attentes permet aussi de vivre avec moins de stress car les gens ne se sentent pas obligés de poursuivre sans cesse ces objectifs matérialistes inatteignables. Ils apprennent davantage avec ce qu'ils ont déjà et leur bonheur n'est pas conditionné à ce qu'ils pourraient encore acquérir. Cela permet à des populations de ressentir un bien-être bien plus authentique qui découle d'une véritable gratitude pour les petites joies de la vie. Il y a des études psychologiques qui ont montré que la satisfaction personnelle n'est pas directement liée à la quantité de possessions que l'on a, mais plutôt à nos attentes et à la manière dont nous nous comparons aux autres. Ce concept, souvent étudié en psychologie sociale, souligne que le bien-être d'une personne dépend moins de ce qu'elle possède en termes absolus que de la perception relative par rapport à ce qui l'entoure. Lorsque nos attentes sont élevées et que nous nous comparons à des personnes bien plus riches ou plus réussies, nous avons tendance à ressentir une insatisfaction, même si nos besoins matériels essentiels sont satisfaits. Et à l'inverse, dans des contextes où les attentes sont plus modestes et où les comparaisons sociales sont moins fréquentes, les gens sont moins exposés à cette pression. Moins on se mesure à ceux qui ont plus, moins on ressent ce sentiment de manque. Des chercheurs comme Daniel Kahneman ou Angus Deaton ont d'ailleurs montré que, passé un certain seuil de revenus, la satisfaction relative devient plus importante que la richesse absolue. Ainsi, dans des sociétés ou des environnements où l'accumulation de biens n'est pas au centre des préoccupations, les gens sont souvent plus satisfaits que ce qu'ils ont, car ils ne se comparent pas sans cesse à ceux qui ont davantage. Cela réduit l'insatisfaction et permet d'apprécier pleinement ce que l'on possède. Point numéro 7. La pauvreté et la spiritualité. Un chemin vers l'essentiel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la pauvreté matérielle est souvent perçue comme un chemin vers un plus grand éveil spirituel et une paix intérieure. Des philosophies comme le bouddhisme ou le christianisme ou encore le stoïcisme enseignent que le détachement des biens matériels peut aider à libérer l'esprit des désirs incessants et à se concentrer sur des valeurs plus profondes. Le Bouddha, par exemple, a renoncé à sa vie de prince et à toutes les richesses qui l'accompagnaient pour suivre une voie de simplicité, cherchant à se libérer des attachements matériels pour atteindre l'illumination. De même, dans le christianisme, des figures comme Saint François d'Assise ont volontairement choisi de vivre dans la pauvreté pour se rapprocher de Dieu, croyant que les possessions matérielles ne font que détourner l'esprit des choses spirituelles. Le stoïcisme, quant à lui, prône l'idée que la vraie liberté vient du contrôle de soi et de l'indifférence aux biens matériels. Pour les stoïciens, être heureux ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de notre capacité à accepter ce que la vie nous offre, en nous détachant des biens extérieurs. Ces figures spirituelles et philosophiques montrent que la pauvreté, loin d'être vue comme une privation, est souvent un choix délibéré pour retrouver une pureté de l'esprit, se libérer des désirs incessants et atteindre une forme de sérénité intérieure. Ce chemin volontaire vers une vie plus simple permet d'accéder à des vérités plus profondes sur le sens de la vie, en mettant l'accent sur des aspects intangibles comme la compassion, la paix et l'amour. La pauvreté, qu'elle soit choisie ou subie, peut parfois aider à développer un détachement des biens matériels, qui ouvre la voie à une concentration plus profonde sur des valeurs essentielles comme la compassion, la générosité et la paix intérieure. Lorsque l'on possède peu, on est naturellement moins préoccupé par la protection, l'accumulation ou l'entretien de ces objets. Ce détachement matériel permet de se libérer l'esprit de ses préoccupations quotidiennes liées à la possession, en étant moins absorbé par... Des études sur la méditation ont montré que cette pratique, souvent associée à des modes de vie plus simples, peuvent significativement augmenter le bonheur en aidant les individus à se détacher des sources extérieures de satisfaction. La méditation permet de cultiver une attention consciente et un ancrage dans le monde présent, en ramenant à l'esprit vers l'intérieur plutôt que de dépendre des circonstances ou des possessions matérielles pour trouver le bonheur.
Une étude menée par Richard Davidson a révélé que la méditation régulière stimule les régions du cerveau associées aux émotions positives telles que la sérénité et le bien-être. Les pratiquants de méditation développent ainsi une plus grande résilience face aux difficultés de la vie car ils apprennent à se détacher des stimulations extérieures et à trouver un sens de la paix et du bonheur au sein d'eux-mêmes. D'autres recherches comme celle de Jon Kabat-Zinn, pionnier de la méditation de pleine conscience, montrent que la méditation aide à réduire le stress et l'anxiété en instaurant un état de calme intérieur. Ce processus de détachement des sources extérieures, qu'il s'agisse de biens matériels ou d'événements externes, permet aux individus de cultiver une forme de bonheur durable, indépendante des fluctuations du monde extérieur. Cette résilience acquise aide à surmonter les épreuves futures avec plus de force et de calme, car les individus ont déjà fait face à des difficultés avec succès. Vivre avec moins peut par conséquent développer une capacité à se contenter de l'essentiel et à rester flexible. Deux qualités qui sont essentielles pour rebondir après des périodes de crise ou d'incertitude. En fin de compte, cette résilience permet de mieux naviguer dans la vie avec une plus grande confiance en ses propres capacités et à surmonter les défis tels qu'ils soient. Point numéro 9. Les liens sociaux et le bonheur communautaire. Dans les communautés pauvres ou financièrement moins favorisées, les liens sociaux et le sens de la solidarité jouent un rôle essentiel. Contrairement aux environnements plus riches où l'individualisme est souvent valorisé, dans les milieux modestes, la survie et le bien-être collectif dépendent largement de l'entraide. Les gens se soutiennent mutuellement face aux difficultés, qu'il s'agisse de partager des ressources, de s'entraider pour des tâches quotidiennes ou de veiller sur des plus vulnérables. Ce besoin de coopération crée des relations plus profondes et plus significatives. Par exemple, dans de nombreuses zones rurales ou dans les quartiers populaires des grandes villes, les habitants s'organisent pour faire face à des conditions de vie difficiles. Ils y développent des systèmes d'échange, de partage et de soutien qui permettent à chacun de contribuer à la communauté tout en recevant de l'aide en retour. Ce sens du collectif renforce la cohésion sociale et donne aux individus le sentiment d'appartenance à un groupe solidaire. Cette solidarité, souvent invisible dans les sociétés plus individualistes, devient une source de force et de résilience. En s'unissant pour surmonter les obstacles, les membres de ces communautés créent des liens qui vont au-delà de la simple coexistence. Les relations humaines prennent une importance capitale car elles sont basées dans le respect mutuel, la confiance et l'entraide. En fin de compte, ces communautés trouvent une forme de bonheur collectif où le partage de la coopération renforce non seulement la survie, mais aussi le sentiment de connexion humaine, rendant la vie plus riche malgré la pauvreté matérielle. Dans les sociétés riches, en revanche, malgré l'abondance matérielle, l'individualisme et l'isolement sont souvent plus prononcés, créant un paradoxe, où bien que les besoins matériels soient comblés, le mal-être reste répandu. Contrairement aux communautés moins favorisées, où la solidarité et les relations humaines sont des piliers essentiels de la survie et du bien-être, les sociétés développées valorisent souvent l'autonomie et la réussite individuelle. Cette mentalité pousse les individus à se concentrer sur leurs propres objectifs, souvent au détriment des liens sociaux. Paradoxalement, les maisons plus grandes, les emplois exigeants et les rythmes de vie rapides contribuent à éloigner les gens les uns des autres. Et contrairement, l'accès à une multitude de biens matériels et à des distractions technologiques ne remplace pas les interactions humaines significatives. De nombreuses études ont montré que dans des pays développés, la solitude est un facteur important de mal-être, particulièrement chez les personnes âgées et les jeunes adultes. Le sentiment de déconnexion par rapport aux autres est souvent renforcé par la comparaison sociale, où chacun cherche à atteindre des objectifs personnels et matériels, souvent en compétition avec les autres. Cette isolation sociale, bien qu'entourée d'abondance matérielle, peut entraîner des sentiments de vide et de manque, car les liens humains profonds sont essentiels à l'épanouissement. La solitude et l'isolement sont aujourd'hui reconnus comme des causes majeures de stress, d'anxiété et de dépression dans ces sociétés. Ainsi, bien que les sociétés riches offrent un confort matériel, ce manque de connexion humaine met en lumière une fragilité émotionnelle où l'absence de relations authentiques devient un obstacle au bonheur durable. Le bonheur est souvent bien plus étroitement lié aux relations humaines et au sentiment d'appartenance qu'à la simple accumulation de possessions matérielles. Lorsque l'on vit dans un contexte de pauvreté ou de simplicité, avec des ressources limitées, qui obligent souvent les individus à se tourner les uns vers les autres et à s'entraider afin de tisser des liens authentiques basés sur la confiance et le partage. Point numéro 10. L'impact environnemental. Une vie plus simple, une planète plus saine. En effet, la surconsommation a un impact environnemental considérable, contribuant à l'épuisement des ressources naturelles, à la production massive des déchets et à une consommation d'énergie excessive.
Dans les sociétés riches où la consommation est encouragée et où les biens sont rapidement remplacés, les effets néfastes pour l'environnement se multiplient. En revanche, la pauvreté ou la simplicité de vie réduisent naturellement l'empreinte écologique. Les personnes qui vivent avec moins consomment généralement moins de produits manufacturés, réduisant ainsi leur production de déchets et leur utilisation de ressources limitées. Elles sont également plus enclines à réutiliser, réparer et prolonger la durée de vie des objets, ce qui réduit la demande pour des biens neufs et diminue l'exploitation des matières premières. De même, une consommation plus faible implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à une utilisation plus modérée de l'énergie. Ainsi, la pauvreté ou le choix d'une vie simple offre une approche plus durable pour la planète, montrant qu'en consommant moins, on peut non seulement alléger son propre fardeau matériel, mais aussi avoir un impact positif sur l'environnement global. Il existe un lien fort entre simplicité de vie et durabilité. Les personnes qui vivent avec moins de ressources par choix ou par nécessité adoptent souvent des modes de vie plus durables, qui ont un impact positif sur l'environnement. En consommant moins de biens matériels, elles réduisent leur demande d'énergie en matières premières et produits manufacturés, ce qui réduit donc leur empreinte écologique. Adopter un tel modèle permettrait donc de réduire l'empreinte écologique des individus tout en leur apportant une plus grande paix intérieure et un sens de l'équilibre. En remplaçant la course à la possession par une vie axée sur l'essentiel, ce modèle pourrait bien concilier le bien-être humain avec la préservation de la planète, offrant ainsi un bonheur plus durable à la fois personnel et collectif. En conclusion, la réflexion autour de la pauvreté, de la simplicité volontaire et du bonheur invite à repenser la manière dont nous cherchons à nous épanouir. Alors que la société moderne met souvent l'accent sur la consommation et l'accumulation de biens matériels, il devient de plus en plus évident que le véritable bonheur réside ailleurs. Dans la qualité des relations humaines, la paix intérieure et un mode de vie plus en harmonie avec la nature. Vivre avec moins peut paradoxalement offrir plus de clarté mentale, plus de liberté et un bonheur plus durable. Mais au-delà de cette analyse, il est important de se poser certaines questions. Dans quelle mesure notre propre quête du bonheur est-elle influencée par des désirs matériels ou des attentes sociales? Et si au lieu de toujours vouloir plus, nous commencions à nous demander ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux? Chacun de nous pourrait réfléchir à ce qui dans sa vie apporte véritablement de la joie et ce qui pourrait être simplifié ou allégé pour laisser place à ce qui compte vraiment. Et vous, seriez-vous prêt à réévaluer votre mode de vie pour trouver un bonheur plus authentique et plus durable? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de votre écran. Je l'ai mise spécialement pour vous. Elle a de grandes chances de vous intéresser. Allez, ensemble, devenons plus intelligents.